Lundi dernier, 4 heures de discussion sur des sujets d'intérêt national audit de la liste électorale devant conduire aux élections générales de 2026, libération des jeunes auteurs d'actes de violence électorale détenus, fermeté de talons à propos de la grâce présidentielle à Rekia-Madougou, question du soja et bien d'autres préoccupations abordées lors de cette rencontre. On ne manquera pas de revenir sur les séquences qui ont cristallisé les attentions dans la presse et sur la toile également. La proposition d'Éric Rondeté pour une présence du parti à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Voilà le menu de nos échanges et ce sera comme d'accoutumé avec Franck Aounou. Bonjour Franck. Bonjour William Plécan, chers téléspectateurs, bonjour. Christian Paffet Aouyo, bonjour. Bonjour. Vous êtes par ailleurs membre du bureau politique national de l'UP Le Renouveau. Merci d'accepter de venir discuter avec nous pendant 60 minutes que dure Zone Franche, l'émission dominicale. Alors, comme l'ensemble des Béninois, le reste des Béninois, vous avez suivi un peu cette rencontre entre Patrice Talon et certains responsables du parti d'opposition, les démocrates. D'abord, à l'annonce de cette rencontre-là, quelle a été tout de suite votre réaction ? Bon, merci une fois encore. J'ai suivi en tant qu'acteur politique d'abord avec intérêt et ensuite en tant que citoyen cette rencontre annoncée et qui a finalement eu lieu le lundi dernier entre le chef de l'État et le parti de l'opposition représenté à l'Assemblée nationale au plus haut niveau de la délégation. C'est une bonne chose en tant qu'acteur politique qu'il y ait ce dialogue. Donc le chef d'État, une fois encore, a montré son ouverture d'esprit et a accepté le dialogue. Voilà, donc dans le principe, c'est une très bonne chose et c'est aussi une très bonne chose que l'opposition accepte d'aller aux tables de négociation puisque c'est de la discussion que jaillissent les lumières. C'est une bonne image finalement pour vous. C'est une très bonne image pour notre pays. Et c'est aussi une occasion pour sortir de certaines confusions qui a tout fait d'envahir les réseaux sociaux et certains sujets ont été totalement clarifiés et je crois que aujourd'hui tout le monde est fixé, tout le monde sait la position du chef de l'État et le parti de l'opposition, les démocrates, aussi sait cette position. Et l'opinion publique est fixée sur les grands sujets certainement que nous allons aborder dans la suite. Est-ce que vous reconnaissez comme bien de Béninois que ce n'était pas gagné d'avance cette rencontre ? Non, le dire comme ça, c'est méconnaître le chef de l'État, Patrice Talon. Ah bon ? C'est totalement le méconnaître. Il n'a jamais fermé la porte à une discussion. Il n'a jamais, de mémoire, fermé la porte à une discussion. La belle preuve, ça a eu lieu. Un chef d'État, ce n'est pas le premier quidam dont le calendrier est à disposition qu'on consulte. Et un chef d'État aussi, pour des questions d'aussi importantes que celle-là, il a besoin d'avoir des informations, des reculs pour pouvoir organiser ces genres de rencontres. Pour parler des partis qui se sont fait représenter à l'Assemblée nationale, il y en a 3, UP Le Renouveau, le mien, le Bloc républicain et puis les démocrates. Pour le moment, nous, on peut aussi dire qu'on a besoin d'une telle audience parce que c'est dans le parallélisme des formes. Donc, c'est les Pour dire quoi, Patrice Talon, vous qui êtes acquis à sa cause? Que vous n'avez jamais dit dans les coulisses. C'est pour vous dire qu'en tant que parti politique, les partis politiques sont une institution. Le chef de l'État aussi est une institution. Et ces institutions, constitutionnellement, doivent se parler sur les grands sujets parce que c'est aux partis politiques qu'est confiée l'animation de la vie politique. Attention, il y a un statut de l'opposition, mais pas un statut de la mouvance présidentielle. Non, le statut de l'opposition veut seulement dire que l'opposition sur certains sujets est consultée. Mais la mouvance présidentielle aussi participe à l'animation de la vie politique. Vous avez, pour vous donner une petite preuve, pas plus tard qu'il y a un mois et demi, les députés de l'Union progressiste de Renouveau, sous la conduite du parti, étaient sur le terrain pour faire une reddition des comptes.
Ils ont écouté les Béninoises et les Béninoises. Des problèmes ont été posés, parmi lesquels la question du soja, parmi lesquels la libération des détenus. Et un rapport a été fait et transmis à qui de droit par les canaux officiels. Et tous ces éléments-là sont des éléments factuels qui viennent du terrain. Maintenant, quand on peut utiliser plusieurs manières pour échanger. Je veux dire dans le parallèle des formes en disant que le chef de l'État, c'est son rôle de rencontrer tous les partis politiques pour discuter. Et donc, rencontrer les démocrates, cela va de la bonne démocratie et du fonctionnement de l'État et des institutions. Alors, sauf que la rencontre de lundi dernier est intervenue suite à la lettre que Boni Yaya a adressée à la communauté internationale, lettre dans laquelle, là nous en venons à la teneur des discussions, il a demandé qu'on audite le fichier électoral national, il a évoqué un certain nombre de préoccupations. Est-ce que ce n'est pas cette lettre-là qui a fait courir un tout petit peu Patrice Talon? Non, pourquoi vous voulez qu'il court? Bien, en temps normal, pourquoi vous ne dites pas que c'est après la prise la prise de la direction du parti les démocrates oui. Qu'il a rencontré. Les démocrates ont changé de statut. La tête a changé. Et un personnage, pas des moindres, un ancien président, devient maintenant chef de... Quel intérêt Patrice Talon avait chef de parti. À rencontrer Boni Yayi. C'est une obligation constitutionnelle de discuter avec tous les partis politiques qui animent la vie politique. Cette tradition n'a jamais été en vos... Oui, on peut compter le nombre de fois où on a vu Patrice Talon avec l'opposition. Après cela, le calendrier du chef de l'État, du chef du gouvernement, est un calendrier qui s'aménage en fonction aussi du calendrier des invités. Donc, ces choses-là, ce n'est pas parce que c'est rare que nous allons en faire une tasse de thé. Non, parfait, oui. C'est normal. Si Boni Yayi et les démocrates avaient une facilité à toquer à la porte de Patrice Talon pour se faire écouter, pensez-vous qu'ils auraient dû emprunter par tous ces canaux, je dirais, internationaux? Non, moi je ne fais pas d'amalgame avec les canaux internationaux ce que nous avons vu, il y a une demande et la demande a été honorée. Je ne suis pas sûr que le chemin le plus simple pour aller à la Marina, c'est de passer par Paris ou par Londres. Je crois que le plus simple, c'est des démocrates à la Marina. C'est le plus simple, le plus court, le plus rapide. Et je crois que c'est ça qui a été fait et que le planning a été fait conformément au calendrier du chef de l'État et aussi du calendrier de la disponibilité des démocrates parce qu'ils sont nombreux à être là. Et à côté de ça, et dans la même journée, le chef de l'État, dans un autre format, a rencontré une autre personnalité. Ça n'a pas fait de bruit. On y viendra. L'ancien président Nicéphore Dieudonné-Soglo. Bon, c'est une affaire de calendrier, tout simplement, et il ne faut pas chercher autre chose que ça. Une fois que le calendrier est obtenu, les discussions sortent, et des discussions, les réponses sortent. Donc, à dessein, Patrice Talon a programmé les mêmes rencontres, enfin, la rencontre avec les LD, et puis la rencontre avec Nicéphore Soglo dans la même période. C'est ça, vous voulez dire? Non, c'est une affaire. Je ne connais pas son calendrier, je ne suis pas son chef de cabinet, et encore moins son secrétaire particulier. Ce que je constate, c'est qu'il a dû dégager la journée du lundi comme une journée de rencontre politique. C'est ce que vous et moi vous constatez, et sur lesquels il a discuté de grands sujets. Restons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que le chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, a, dans ses droits constitutionnels, reçu les hommes politiques, les chefs de partis politiques, et précisément un parti politique représenté à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il a un autre calendrier pour les autres. Et par rapport à ça, c'est une très bonne chose. Et tant que c'est possible, il faut l'encourager à le faire pour que les dialogues continuent. Parce que vous nous y avez emmenés, restons-y quelques minutes.
Est-ce qu'il ne faut pas distinguer le caractère très politique de discours de politique à politique entre Patrice Talon et la délégation de Les Démocrates, du parti Les Démocrates, je veux dire, et la solennité, la convivialité qu'il y a eu au domicile privé le lendemain avec l'ancien président Soglo et tout le calme et la discrétion qui ont caractérisé cette discussion? Je vous ai dit qu'il y a il y a une différence nette. Ce qui s'est passé au palais avec les démocrates, c'est institutionnel. Totalement institutionnel. Et donc ça rentre dans le cadre du fonctionnement régulier de nos institutions. Après, ce qui s'est passé au domicile, c'est la discussion entre deux anciens présidents de la République et qui ont été aux affaires. Vous et nous, moi, nous n'avons jamais été aux affaires. Et ils ont des sujets précis, ils choisissent les cadres qu'ils veulent. L'inverse peut se faire. On a vu ici le chef de l'État, Patrice Talon, se déplacer au domicile du président Soglo et vice-versa. Donc, c'est deux choses différentes. Ce que nous, Béninoises et Béninois, retenons, c'est qu'il y a dialogue entre des gens hier, ou au moins par réseaux sociaux interposés, se disent qu'ils ne s'entendent pas. Voilà. D'accord. Voilà, il y a un début de dialogue, et ce début de dialogue est salutaire. Et à partir de ce dialogue, les informations qui sortent nous édifient et permettent aux uns aux autres d'avancer dans la République. Au sujet de l'audit du fichier électoral au Bénin, est-ce que vous êtes convaincu de tout ce qui a été dit? Est-ce que ce que le chef de l'État a dit rassure aujourd'hui? Comment vous appréciez de façon générale les discussions sur ce sujet précis? Je ne veux même pas revenir sur la discussion. Le chef de l'État a dit « Je suis disponible », en tant que chef de l'État, chef du gouvernement, et donc ayant l'autorité pour pouvoir demander à l'institution qu'est l'ANIP d'auditer le fichier électoral, je suis disponible pour qu'on fasse cet audit. Pourquoi il est? Je vous ai dit tout à l'heure que au sorti des élections, si je ne l'ai pas dit, je le répète, au sorti des élections législatives de janvier 2023, UP Le Renouveau a fait une évaluation des élections. Nous avons sorti un document. Parmi les problèmes que nous avons rencontrés, qui sont nos difficultés, nous avons identifié les dysfonctionnements au niveau de la liste électorale. Pourtant, les opposants le disaient avant le scrutin, mais vous avez joué à la sourde oreille à l'époque. On n'a pas joué à la sourde oreille. Il y a eu 2 réunions. Les gens n'ont pas été sincères. Il y a eu un premier travail de la liste électorale, qui est l'arrimage de la liste de l'état civil et du fichier des centres et postes de vote. C'est l'arrimage qui pose problème. Parce que nous étions dans une élection législative où les gens restent et votent dans leur circonscription électorale. Et on peut naître à Cotonou et aller voter à Malanville. Et à partir de cet instant, il fallait trouver le juste milieu pour pouvoir être sûr que le citoyen qui se retrouve sur la liste, c'est un fait. C'est un citoyen dans la première liste, c'est un fait. Le deuxième citoyen veut se retrouver sur la liste dans un centre de vote précis. Et cet exercice-là, on n'a pas eu le temps de le faire. Ça, c'est la première chose aux élections de janvier. Il y a eu une commission, c'était l'honorable Hassan Seibou qui avait sonné la sonnette dans le temps, et ce n'était pas l'opposition. Il y a l'opposition qui le disait avec en tout cas, le premier, c'était l'honorable Hassan Seibou. Les autres l'ont suivi, y compris UP Le Renouveau. Il y a eu une séance pour essayer de rattraper ce qui peut l'être. Et avec cette liste, disons consensuelle, non pas sans défaut, puisque nous avions identifié les défauts après.
Des gens vont dans leur centre de vote et ne se retrouvent pas. Pourtant, ils sont sur la liste. Il y a eu un mélange et ces griefs ont été remontés. À partir de là, la nécessité de revoir cette liste s'est imposée. À cela s'est ajouté le bilan de la Sénat. La Sénat, qui est la structure qui a organisé les élections, a fait un bilan, et aussi cette question cruciale de la liste électorale s'est posée. Donc, des sons de cloche bien autorisés commençaient déjà par poser ce problème. Ça, je veux parler des dysfonctionnements techniques qui demandent même qu'une liste électorale, il y a des mouvements, des gens qui se déplacent, des gens qui ne sont plus dans cette vie, des gens qui ont changé de statut. Et pour une liste électorale, des gens qui ont changé de centre de vote. Ne fût-ce que pour des raisons, des enfants qui étaient sur le RAVIP, qui avaient 15 ans, qui sont devenus étudiants, balancés à Parakou, alors que recensés à Porto Novo, ils ont changé de centre de vote. Donc tout a changé, alors que la liste n'a pas changé de contenu. Ce qui est sur une liste d'état civil, c'est bel et bien l'identité de la personne, ces données personnelles. Ils sont seulement qu'il faut arrimer ces données personnelles avec le centre de vote qu'il veut utiliser. Regardez si on ne s'achemine pas vers l'audit de cette liste. Il y a quelque chose qui risque de se passer. Nous allons aux élections générales. Une élection communale, vous êtes dans un centre de vote. En même temps, vous décidez d'être ailleurs pour l'élection législative. C'est votre droit. Et après, vous décidez d'être ailleurs pour l'élection présidentielle. C'est aussi votre droit. S'il n'y a pas un mécanisme souple qui permet de faire cet aller-retour dans une élection qui se fait dans un temps record, nous risquons d'aller dans un cafouillage dans les prochaines élections qui viennent. Donc, poser le problème de l'audit de la liste électorale, contrairement aux supputations, c'est un vrai problème. C'est un problème d'abord technique. Et comme il y a toujours des suspicions quand il s'agit des élections, les acteurs se mettent autour de la table. Et puis, techniquement, on évalue et puis on évacue ce problème pour ne pas en faire. Ce n'est que maintenant qu'on l'aborde, parce que les démocrates, par exemple, et le FNL de l'opposition disaient à Cyril Boubedi que même les algorithmes qui ont permis d'extraire de l'état civil béninois ce fichier électoral des législatives dernières, qu'ils n'y croient pas et qu'ils ont envie d'amener des experts, ce qu'ils n'ont pas eu jusque-là, sinon jusqu'à lundi dernier. Mais à partir de lundi dernier, l'opportunité est faite. Ne faisons pas la politique fiction. Nous allons analyser les algorithmes. Ce n'est pas des algorithmes, c'est des requêtes. C'est des requêtes sur des bases de données. Il n'y a rien de grave là. On demande, on pose les critères, tout le monde regarde, et puis on regarde le résultat. Donc, n'utilisons pas de grands mots pour effrayer les gens. Ce qui est sûr, les experts de toute nature, de tous horizons, vont venir. Tout le monde va regarder ce qui est là. Les Béninoises et les Béninois vont se retrouver sur leur liste électorale. Il y aura élection et le meilleur va gagner. Et en tant que parti politique, UP Le Renouveau va exercer son droit de regard dans ce qui va se faire. Bien entendu. Sous la direction de les démocrates. Vous allez y participer, par exemple? On ne sait pas la forme de l'audit. De toute façon, une liste électorale, c'est... L'audit, tout le monde peut faire des formes d'audit. Si les démocrates veulent faire leur audit seuls, ils vont les faire, et puis après, on réauditera tout le monde devant tout le monde. Nous sommes ouverts pour avoir une liste juste, une liste qui corresponde aux réalités, une liste épurée de tout doublon. Nous sommes très ouverts pour ça, mais nous ne faisons pas d'amalgame. Nous ne sommes pas dans une démarche de suspicion. Nous sommes dans une démarche de co-construction. Et
tant que besoin, on sollicite UP Le Renouveau pour apporter des éclaircissements pour que cette liste qui est devenue une avancée pour le Bénin, si on peut la parfaire encore, nous sommes preneurs et nous ne ménagerons pas nos efforts pour y être. Analyse politique toute faite. Pour les démocrates, avoir un accord de Patrice Talon à auditer une liste électorale dite jusque-là pas assez imparfaite, c'est un acquis, c'est 1-0. Quelle lecture en fait l'Union progressiste et le renouveau? Avoir l'avis du chef de l'État, le président de la République, d'auditer une liste électorale qui est un outil de développement. La liste électorale est un sous-ensemble d'une autre liste plus grande, l'état civil. D'auditer cet outil de développement dans un contexte où on est en train de faire des projections 2060, c'est un homme visionnaire. Les élections vont partir là. Mais cet outil, il est à vie. Et l'auditer, ça coule tellement de sources que je ne vois même pas là où il y a la Oui, mais est-ce qu'on avait besoin d'attendre que les démocrates vraiment mettent les pieds sur l'accélérateur pour demander qu'on audite ce fichier? Puisque vous l'avez dit, la Sénat a pondu son rapport et dans ce rapport, on a énuméré ces points, certainement que le BE en a parlé. Pourquoi on a attendu forcément que les démocrates en parlent avec insistance pour en arriver à accepter, à donner son approbation pour cet audit? J'aime bien ces questions avec des raccourcis. Je vous dis, pour auditer une liste, par exemple, nous sommes en un session... gouvernement qui entend tous ces sons de cloche devait nous quand même sommes en prendre la session disposition. budgétaire. Les dispositions ont été prises dans le budget. Pour auditer. En ma qualité de conseiller technique à l'Assemblée nationale, tout ce qui doit rester, la Sénat va passer bientôt. On prend toujours les dispositions budgétaires. On n'a même pas encore voté le budget. Si cet audit doit être impacté sur le budget national, il ne peut avoir lieu qu'en partir de janvier. Donc, ce n'est pas tard. Maintenant, si on trouve d'autres financements extérieurs, bon, c'est autre chose. Donc, un responsable ne peut qu'attendre les moments où il a les coups des franges pour les faire. Le fait de s'attribuer l'audit, c'est bien. Mais ce que moi, je reconnais aujourd'hui, acceptons que le Bénin a une liste, a une LEI, et que cette LEI est perfectible. C'est déjà une avancée. Maintenant, qu'on dise que c'est elle qui a demandé et que c'est tel autre qui ne l'a pas demandé, l'essentiel est que nous ayons une liste d'état civil. Nous ayons une liste d'état civil à partir de laquelle on extrait la liste électorale et d'autres listes, y compris actuellement on est en plein recensement de la population. Toutes ces données vont consolider la liste de l'état civil pour s'assurer réellement. Donc il y a un mécanisme qui est en cours, même si on ne dit rien. Vous pensez que on va faire un recensement et ne pas faire un arrimage avec l'état civil et la liste électorale? Tout ça, c'est des outils de développement. Donc ne nous camponnons pas simplement sur la partie électoraliste de la liste. Vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui au Bénin. La question de la liste électorale de tout temps a crispé les attentions dans le monde politique. Et nous avions fait des réformes qui ont arraché la politisation de cette liste. Et c'est cette nostalgie peut-être qui revient chez certains. Aujourd'hui, c'est un organe purement technique qui gère la liste. Mais l'administration est à la solde d'un pouvoir en place qui a une coloration politique. L'administration est à la solde de toutes les populations. L'administration est à la solde de toutes les populations. Notre administration, que je sache, n'est pas partisane. Et il y a des lois qui sont très claires. Si un citoyen, un fonctionnaire fait le zélé, il sait bel et bien que la loi l'attend. Un fonctionnaire ne peut pas faire n'importe quoi parce que la hiérarchie lui a dit.
Donc, on a tôt fait de mettre tout sur le dos de l'administration. L'administration ne fait pas tout et n'importe quoi. Laissons cette affaire de liste. La liste électorale c'est de nos voeux qu'elle soit la plus proche de la réalité que possible, qu'elle soit épurée, que les doublons soient enlevés et que les morts soient rangés dans le fichier des décès et que les naissances continuent et le mécanisme de transformation dès les 18 ans en âge de voter soit un mécanisme pour que nous ayons une liste électorale. Je vous dis, c'est la spatialisation de la liste qui pose problème. Ce n'est pas le contenu de la liste. Je vous dis, un enfant... Parce qu'il y a des partis politiques qui, par exemple, parlent encore des doublons et disent que cela facilite encore des actes peu orthodoxes. La belle preuve, le débat à la Cour constitutionnelle après les législatives, des documents frappés d'ailleurs de caducité. Après, ce débat a été houleux juste au lendemain des législatives. Ne l'oubliez pas, parfait. Oui. Non, ce que vous dites bon, doublon, les trucs de doublon, la Cour a répondu quoi? La Cour a bien répondu qu'il n'y a pas eu de problème. La décision de la Cour a été sans embâche. Ayant frappé beaucoup de documents de caducité. Oui, mais c'est le domaine du contentieux électoral. Le contentieux, ce n'est pas une œuvre parfaite où les gens essayent de truquer. Ce n'est pas le problème de la liste. C'est un problème d'imagination et de fiction politique. Je vous dis, tel que la Sénat organise désormais nos élections, de moins en moins, il y aura des fraudes. De moins en moins, il y aura des fraudes. Et les partis politiques aussi ont la latitude de se faire représenter dans tous les bureaux de vote, les postes de vote. Et donc, ils sont représentés partout et ils ont les copies dans tous les bureaux de vote. La loi leur donne cette autorisation-là. À partir de cet instant, je ne sais pas pourquoi il y aura fraude ou doublon. S'ils sont vraiment présents, il n'y a pas de problème. Et c'est justement pour ça que les partis politiques doivent s'organiser pour être présents sur toute l'étendue du territoire. Revenons à la question de l'organisation des élections. Dans l'assurance recherchée par les démocrates aujourd'hui, ils ont évoqué la question de leur absence dans le cadre institutionnel général d'organisation des élections dans notre pays. Quel est votre avis sur la question? Bon, leur absence, c'est un fait. Leur absence, c'est un fait. Mais ils ne sont pas absents partout. Ils ne sont pas absents partout. Il y a 2 ans, ils n'étaient pas au Parlement. Aujourd'hui, ils sont au Parlement. Ce n'est pas parce qu'ils sont absents qu'on va les prendre et les poser partout. Sinon, demain, ils vont nous dire qu'ils ne sont pas présents dans la police républicaine, qu'il faut les mettre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne donnons pas... Non, nous sommes dans ce sujet précis. Oui, tout ça, je dis police républicaine parce que nous sommes dans le cadre politique et la police intervient aussi en termes de sécurité. J'ai pris l'exemple, c'est pas pour rien. Si on laisse cette ouverture-là, et le chef de l'État a bien répondu, le président Patrice Talon a bien répondu à cette question avec la forme que cela requiert, on ne va pas quand même demander à un chef d'État, garant de la Constitution, garant des tests, de tordre le cou aux tests. Donc, ceci étant, c'est leur droit de se battre désormais pour être présent comme les tests l'exigent. Ils se sont battus pour être au Parlement. Aux prochaines élections, qu'ils se battent pour être dans les mairies, au Parlement. Pourquoi pas prendre le pouvoir? C'est le droit de chaque parti de s'organiser comme ça. Nous aussi, nous organisons de la même manière. Nous n'allons pas nous laisser distraire et, in fine, le meilleur va gagner. Vous voyez un peu maladroit, disons, cette audace de
de Rick Rounoté qui a évoqué la question devant le chef de l'État, parce qu'il a bien dit, je veux oser faire une proposition. Oui, bon, pour quelqu'un comme le président Rounoté qui est un parlementaire politique rompu, il connaît quand même le fonctionnement de la République, il a vraiment osé. Et son audace? Non, je crois que on peut pas. C'est pas un bon exemple pour la jeune génération. C'est une manière de dire qu'en politique on fait la magouille. Ça, en tout cas, c'est la première décharge que moi j'ai reçue. Mais c'est faux du fond. C'est une impression qui est toute fausse. En tout cas, la conception que moi j'ai de la politique, ce n'est pas celle-là. La politique, vous méritez votre place et puis voilà, personne n'est venu leur arracher leur position. Avec les intrigues qu'on observe dans cette tendance à changer juste, on a vu au début de la législature près de 6 mois pour grappiller des postes. On a l'impression que le débat parlementaire se résumait qu'à ça. C'est un peu cette tendance. Cette législature, c'était de l'ordre normal des choses que ça soit dans les institutions. Lutter pour la même poste, la mouvance présidentielle aussi lutter pour les mêmes postes. Tout à fait, mais en utilisant les moyens légaux. Eux aussi, ils sont allés devant des juridictions, ce sont des moyens légaux. En utilisant les moyens légaux, mais ce qui est proposé au chef de l'État, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Ce qui est proposé au Parlement, ce qu'il réclame au Parlement, suit des mécanismes retorqués par endroit par la Cour constitutionnelle, et tout est rentré dans l'ordre. Mais demander au chef de l'État de tordre le cou à chose-là, c'est un peu inquiétant quand même. Il y a un débat qui a fait l'unanimité un peu avant les législatives de 2023 et qui le fait encore peut-être maintenant, et qui, pour les démocrates, est un autre acquis de cette rencontre avec Patrice Talon, c'est la libération de jeunes acteurs politiques ou de jeunes politiques étant entrés dans la sphère politique et électorale, auteurs ou présumés auteurs de violences, qui seront... le chef de l'État donne son accord pour une libération, un début de dégel ou un autre acte de renforcement du dégel politique au Bénin avec cet accord du président de la République parfait à Oyo. C'est toujours bien de savoir que nos compatriotes, jeunes ou vieux, qui sont sous les liens de la justice, soient libérés. C'est toujours un événement, d'abord pour leur famille, et puis pour la suite de la République, avec comme message derrière qu'ils ne reprennent plus ce qu'on leur a reproché pour être dans les liens de la justice. Donc pour un chef d'État, dont c'est les prérogatives, la loi lui donne l'autorisation de regarder ces cas au cas par cas avec des formules bien précises que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, connaît, et pour pouvoir voir dans quelles conditions ces détenus peuvent être libérés. Après, vous et moi ne sommes pas juges pour qualifier les délits ou les choses qui sont reprochées à ces gens. Chacun donne le qualificatif qu'il veut, mais ce que moi je retiens, c'est le qualificatif du juge, qui est le seul habilité à dire ce qu'ils ont fait dans une république, et le chef de l'État a aussi ce droit de les gracier, de faire des remises de peine. Il y a tout un mécanisme dans le pays pour pouvoir régler ça. Je sais que dans la suite, il y a une certaine catégorie qui n'a pas été prise en compte par le chef de l'État, puisqu'il a dit qu'il ne pense pas le faire. Ça, c'est sa décision de... Vous voulez parler de Rekia Madougou de Joël Aïvor, qui a été abordé. La position du chef de l'État, c'est la position du lundi. Il peut bel et bien évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes dans notre droit positif aujourd'hui qui permettent à ces personnes de sortir des geôles et de jouir de leur liberté, quitte à ce que l'action politique continue son cours
et qu'il ne soit pas forcément l'otage de gens qui viennent marchander sur leur dos, casser du sucre sur leur tête. En fait, moi, c'est le droit positif du Béninois aujourd'hui peut permettre à ces gens de sortir aujourd'hui lorsque les démarches sont faites. Et ces possibilités juridiques, une fois que c'est exploré et mis sur la table, le chef de l'État n'a pas le droit de dire non. Le chef de l'État n'a pas le droit de dire non. Vous voulez parler de la suspension des peines? La suspension des peines. Mais la grâce présidentielle, c'est de son vouloir. Alors que la suspension des peines, c'est une loi. Le renouveau explique l'écartement total et hermétique de la grâce présidentielle par rapport au cas Yvan Madougou par Patrice Talon. Si vous ne faites pas la différence entre le pouvoir du chef de l'État de prendre la grâce, c'est son bon vouloir, et ce que lui impose la loi, nous allons tourner toujours autour du pot. Ils sont allés jusqu'à demander pardon. Ils ont sollicité cette grâce-là pour faire sortir Ricky Amadougou et Joël Aïvo. En tant que père de famille, est-ce qu'il ne devrait pas s'ouvrir un tout petit peu à cette démarche de... À la date du lundi dernier, il n'a pas répondu favorablement. Il ne compte pas le faire, si je le trahis par ces mots. Oui, c'est ça qu'il a dit. Tenons-nous-en à ça, puisque c'est lui seul qui a ce pouvoir-là aujourd'hui. C'est une résignation ou c'est une acceptation d'une conviction de votre côté? Moi je ne peux pas faire la fiction en me mettant dans la place du chef de l'État. Sinon nous allons parler de 6. Monsieur Aouyo, on a passé déjà 7 ans avec le chef de l'État. On le connaît un tout petit peu. Vous encore certainement, puisque vous êtes de sa famille, enfin de la famille politique qui soutient ses actions. Le connaissant, est-ce que vous avez l'impression la position du lundi peut changer dans le temps, peut-être après 1 mois, 2 mois, 3 mois? Je vous dis que tout est dynamique. Je vous dis aujourd'hui que tout est dynamique. Il a répondu fermement à une demande sur la base des informations qui étaient sous ses yeux. C'est comme ça qu'il faut comprendre le fonctionnement d'un chef d'État. Si ces informations évoluent aujourd'hui sous plusieurs formes, il n'y a que des imbéciles qui ne changent. De quelle information on sait qu'ils vont Ricky Amadougou a 20 ans à tirer derrière les barreaux. Joël Aïvo, je crois, en a 10. Le chef de l'État dit qu'à sa position actuelle et au regard des tests de la République, des lois de la République en matière de condamnation, que lui n'a pas le pouvoir de s'interférer dans les décisions de justice. Mais il a en sa possession des outils. Il n'a pas que la grâce. Il a d'autres outils. Et il y a des outils plus contraignants sur lesquels il n'a même pas, presque pas son avis. Je dis, en tant que politique, explorons toutes les pistes. Ne nous camponnons pas sur une seule approche. Il y a d'autres outils. Il faut aussi exploiter ces outils. Lorsqu'on laisse les outils à explorer, tout cela, puisque le débat se cristallise aujourd'hui autour de Ricky Amadougou, Joël Aïvo, les gens estiment que si ces personnalités-là se retrouvent dehors, ça va davantage décrisper l'atmosphère politique nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que Patrice Talon puisse en arriver à accepter ce qu'on lui demande aujourd'hui pour gracier ces personnalités qui se retrouvent en prison, ne serait-ce que pour détendre l'atmosphère, pour que les Béninois se reparlent réellement, pour que l'opposition soit plus ou moins satisfaite et que le vivre ensemble puisse être renforcé?
Non, le vivre ensemble. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. L'approche a été une approche sentimentaliste. Et tout Béninois est sensible à cela, y compris le chef de l'État. Le chef de l'État, que je sache, n'a aucune grief personnelle contre les personnalités que vous avez citées. Aucune grief personnelle. Et c'est sa position de chef de l'État qui lui permet de prendre cette décision humainement difficile. Ceci étant, si on brandit chaque fois ces menaces-là pour dire que le vivre ensemble n'est pas au rendez-vous, nous risquons de nous focaliser sur des choses qui ne sont pas forcément du ressort de la loi. Le chef d'État a adopté une posture, je reste dans ma posture de respect des tests. Et moi, je pense personnellement que dans ce cas, il faut aller dans le sens du respect des tests, puisque c'est là où il veut jouer, c'est sur ce terrain qu'il veut jouer. Restons dans le respect des tests et proposons-lui une démarche qui permet de respecter les tests. Et en ce moment-là, on avisera s'il est de bonne ou de mauvaise foi. Cela aura détendu au moins l'atmosphère. Ces personnes-là, leurs familles, auront le sentiment de retrouver les leurs. Ils vont vaquer à leurs occupations. Pendant ce temps, les politiques vont continuer leur médiation pour qu'on trouve une situation, les jours, les mois, les années à venir, pour qu'ils soient totalement Donc, vous voulez dire qu'il faut privilégier la suspension des peines à une amnistie? Pour le moment, le chef de l'État dit « Je veux rester respecter les textes. » Et nous voulons, si je prends le raisonnement, nous voulons que les personnes dont on parle sortent. Pourquoi on n'utiliserait pas ça tout de suite pour qu'ils sortent? Pour trouver le juste milieu. Trouvons le juste milieu en attendant. Si l'intention c'est d'amener la balle à terre, si l'intention c'est d'amener la balle à terre et de faire le vivre ensemble, sortons-les des prisons par les mécanismes légaux. Mais quelles seraient les implications dans ce cas-là? Les implications juridiques? Là, nous allons laisser le choix à leurs avocats de voir. C'est une suspension de peine. C'est une suspension de peine. C'est-à-dire que la décision de la cour de la Criette, puisqu'ils ont été condamnés par la Criette, cette décision leur a donné des peines 20 ans pour les uns et 10 ans pour les autres. Et certains sont en exil. Bon, donc si la décision est de ne pas faire cette peine-là, ils retrouvent leur liberté, ils retrouvent leurs activités, ils continuent, les politiques continuent à négocier, et du jour au lendemain, on peut trouver des solutions encore meilleures. Mais humainement, ils ne seraient plus dans les liens de la prison. Parfait. Et ils seraient à la disposition de leur famille et pour être utiles pour la société. Parfait. Moi, je pense vraiment qu'on peut utiliser cette piste-là, que de se camponner sur une seule piste. C'est un conseil, c'est la voie de la sagesse. Lorsqu'on va sur un chemin et qu'on est bloqué, on utilise l'autre chemin. En politique, on ne joue pas les héros, mais on devient héros. Une phrase de Patrice Talon n'a pas manqué d'intéresser les Béninois. Je rappelle un peu l'histoire politique du Bénin de ces dernières années récentes. Boni Yayi qui clame le pardon à son ami Patrice Talon. Et Patrice Talon, à une rencontre comme celle de lundi dernier, dit à Boni Yayi et à d'autres membres de la délégation du Parti Les Démocrates, parfois un pardon est une faute. Union progressiste, le renouveau, quelle lecture faites-vous de ce propos d'un homme d'État? Il faut placer les propos dans leur contexte. Dans le contexte qu'il a dit, le pardon est une faute. Il a répondu à une demande précise. Il a bien répondu à la sollicitation
du président Yahi Boni. Il a dit, parfois, pardon, une faute. Et une fois que la faute est commise, on peut faire le pardon. Mais ce qu'il faut retenir dans cette phrase, c'est de dire si indéfiniment, ce que moi j'ai compris, et j'ai bien compris l'intention du président de la République, c'est pour dire après, ne me demandez pas, pour le moment, de gracier. C'est ça. Il a dit qu'il n'a pas l'intention de le faire. Oui, mais il le prépare. Pour le moment. Oui, ben, l'intention est instantanée. Il n'a pas l'intention. Oui, mais l'intention est instantanée. On ne lui a pas posé la question encore ce matin. L'intention est instantanée. Prenons les choses dans leur contexte pour ne pas les dénaturer. Ce n'est pas le pardon dans le contexte tel qu'il a dit, je comprends. Vous partagez la vie, pas une compréhension. Vous partagez la vie selon lequel il y a des contextes dans lesquels le pardon est une faute. Mais philosophiquement, oui. Non, concrètement, in concreto, pas philosophiquement. Oui, concrètement, oui. Oui. Et dans d'autres cas, ça peut être... Quels sont ces cas de figure dans lesquels le pardon est... Nous allons rentrer dans une fac de philosophie. Et ce n'est pas le lieu de l'émission. Nous allons rentrer pour ces cas-là dans un cas de philosophie. Le pardon, la faute. On va philosopher, on ne va pas y arriver. Dans le contexte politique dans lequel il a été dit, suite à une phrase, à une requête, il a bel et bien raison. Est-ce que, et sous d'autres formes, il va répondre autre chose. Avec d'autres... Est-ce que Patrice Talon serait en train de dire, attention, si je pardonne aujourd'hui, d'autres vont répéter la même faute? Est-ce que si je pardonne aujourd'hui, il y aura des actes encore pires que ce qui a conduit aujourd'hui à une condamnation pour laquelle on lui demande de pardonner? C'est cela, à votre avis? C'est encore une autre interprétation. C'est encore une autre interprétation très plausible. Donc on pourrait ne pas en terminer avec les interprétations. C'est qu'il ne veut pas ouvrir la boîte au Pandore. Et il est, le lundi dernier, il est resté dans sa position de chef de l'État, président de la République. Resté garant des institutions. Il a donné ce que les tests lui permettent d'offrir et il a refusé ce que les tests ne lui permettent pas. Nous voulons, à cette occasion, nous avons voulu une posture de quelqu'un d'autre. Mais c'est la posture du président de la République qu'il a adoptée. Et à cette posture-là, on ne peut rien lui reprocher. Il n'a pas enfreint aux règles et aux tests de la République. Maintenant, si on veut lui donner une autre camisole, puisqu'il en a plusieurs, c'est autre chose. Et les contextes peuvent changer. Je vous dis, la forme même de la rencontre a une solennité. Le lieu, la forme a une solennité. Un pardon dit sans micro, à domicile, ça n'a pas le même sens. C'est pour ça que je dis, ne philosophons pas. Donc Patrice Talon prend du recul, il veut pas... Du recul, il est chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République. Et je répète ces fonctions-là pour montrer qu'il ne peut pas, il n'est pas libre de faire tout ce qu'il pense en tant qu'humain. Après, en tant qu'humain, il est entouré de personnalités, de sensibilités, qui lui permettent de voir sous plusieurs angles certaines dispositions. C'est tout. Mais lui faire un procès de chef de l'État, moi j'ai vu un chef d'État bien dans ses bottes, qui maîtrise ses dossiers, qui maîtrise le sujet, qui a une idée claire, qui n'a pas fait de fausses promesses, qui a dit ce qu'il pense, et qui n'a pas dit des choses qui sont contraires aux thèses de la République. C'est ce que moi j'ai vu le lundi dernier. Monsieur Aouyo, nous avons encore une dizaine de minutes à passer. Le temps s'en est déjà allé. On va évoluer. Boni Yahi aujourd'hui à la tête des démocrates. Avez-vous l'impression
qu'il se départit, qu'il fait l'effort de se départir de sa peau, de son manteau de président, d'ancien président, et se consacrer réellement à ce manteau qu'il a enfilé depuis le dernier congrès à Parakou, président d'un parti d'opposition? Bon, il a choisi d'être président de son parti. Bon, c'est son droit. Il a une autre casquette. Et quel que soit ce qu'on va lui dire, c'est l'ancien président. On le verra toujours en tant qu'ancien président. Maintenant, dans sa fonction de chef de parti, il devient l'alter ego des autres chefs de parti. Il ne sera pas plus alter ego avec le prorata de ce que son parti vaut. Voilà. Donc c'est son choix. Donc c'est un citoyen béninois avant tout, qui a une sensibilité politique, qui se retrouve à travers le Parti des démocrates, et il va animer la vie politique sous ce manteau-là. C'est vrai que de temps en temps, on le regardera comme un ancien président de la République. Le même Yahi Boni peut retourner demain, demander audience seul, en tant qu'ancien président de la République, pour aller rencontrer le chef de l'État actuel. Ancien président. Ça, il a encore cette casquette, on ne peut pas lui enlever ça. Oui, j'allais dire ancien président d'honneur du parti, enfin, de FCBE, devenu la FCBE aujourd'hui. Boni Yahi a déclaré publiquement que la FCBE n'est pas un parti d'opposition. Oui, et je ne suis pas sûr qu'il ait dit. Pourquoi? Et je vous défie, il n'a pas dit ça. Mais puisque j'ai lu suivi la sortie médiatique des responsables de la FCBE. Je n'ai même pas suivi. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas dit ça. J'ai lu un communiqué de Yahi Boni demandant à rassembler toute l'opposition, parmi lesquels les FCBE. Il ne peut pas avoir écrit ça et dire encore le contraire, que les autres ne sont pas de l'opposition. Vous comprenez? Son parti a écrit, pas lui. Il a pas. Ah, c'est son parti qui a écrit. Et si je me mets dans le contexte, un peu comme vous avez contextualisé les propos de Patrice Talon tout à l'heure, il le disait à un moment où il voulait faire voir qu'il a une opposition plus dure de son côté aux démocrates que celle de la FCBE. Les FTBE ont gardé pendant longtemps la position de parti de l'opposition, et avec les élections, ils ont pu les battre pour prendre la place. Ce n'est pas un chef de parti. Ce n'est pas un chef de parti qui déclare un parti de l'opposition. Ça aussi, c'est les thèses de la République. Cette mutualisation des forces de l'opposition, qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est une tendance politique. Vous avez peur à la mouvance présidentielle? Peur de quoi? Vous qui ne voulez pas, on ne sent pas votre rapprochement, alors que 2026 est à grands pas? Nous, on n'a peur de rien. Ah, nous, bon. on s'organise. Nous, on s'organise. On connaît nos forces. On verra une mutualisation de votre côté également? On s'organise. Et dans l'organisation, vous allez voir ce qui va se passer. Plus précis, est-ce qu'on verra pour 2026 bien UP, le Renouveau et les autres partis satellites qui soutiennent les actions du chef de l'État ensemble? C'est ça la question. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je vous ai dit pour le moment que nous on s'organise. On organise nos partis. Le Bloc républicain s'organise. UP, le Renouveau s'organise à travers ses structures à la base. Et nous avons encore assorti notre stratégie pour 2026. C'est trop tôt pour nous de commencer par faire de supputations. Ce qui est sûr, c'est que nous nous organisons pour améliorer nos scores sur tous les plans. Parce que nous sommes conscients de nos faiblesses. Nous sommes conscients aussi qu'en face, nous avons des gens qui connaissent, qui se préparent. Nous ne les méprisons pas du tout. Si eux, ils pensent que nous dormons, ben, tant mieux pour eux. Mais nous, on les prend au sérieux et on s'organise. Notre problème à UP, à l'Union progressiste Le Renouveau, c'est d'organiser nos structures à la base. Et nous l'avons commencé depuis mi-octobre. Et on continue le processus jusqu'au bout. Après cela, nous allons commencer par former nos militants. Nous avons le temps de nous organiser et après, on va discuter stratégie.
dans les discussions de stratégie, nous allons voir qui sont compatibles avec nous pour avoir la majorité en 2026 au communal, aux législatives et prendre le pouvoir d'État. Parfait, Awoyo. Vous voyez le prochain président de la République du Bénin en 2026, pour une première fois depuis du renouveau démocratique, un fin politique, un produit d'un parti politique, ou est-ce que, comme en 2021, malgré la réforme du système partisan, on va assister encore à des hommes plus forts que les partis politiques? De 2021 à 2026, il y a eu maturité du processus du système partisan. Le souhait de nous tous, en tout cas pour nous à UP Le Renouveau, on y travaille, c'est que vraiment le prochain chef de l'État soit le reflet de ce que nous attendons du système partisan, et ceci sera à la gloire du réformateur du système que je veux nommer Patrice Talon. Il y a un vent qui souffle actuellement, le vent OB. Ça se chante dans toutes les localités pratiquement, tous les week-ends. Je ne sais pas si c'est lui qui les envoie. En tout cas, on voit des gens sur le terrain qui travaillent d'arrache-pied. Qu'est-ce que tout cela va donner? Surtout que c'est un militant de votre parti politique, Union progressiste de renouveau. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ce que je sais, vous devez faire des projections en tant que politique. Ce que je sais, c'est que nous travaillons dans le cadre du parti. On forme nos militants au militantisme, au respect à la discipline du parti, et nos militants savent que quand on est dans le parti, on respecte les règles et les normes de parti. Vous comprenez que moi étant d'un parti politique, je ne puisse pas me mettre dans des mouvements. Ça n'a pas de sens. Donc je reste dans l'animation de la vie politique, dans le cadre qu'offre le parti. Pourquoi vous ne travaillez pas en tant que parti politique, que ce soit ABR, UP, Le Renouveau, les autres partis qui sont véritablement reconnus? Pourquoi vous ne luttez pas pour mettre un thème à ces genres de mouvements-là qui parlent politique, qui animent la vie politique, alors que c'est de votre prérogative, ça fait partie de vos fonctions? Non, là aussi c'est des raccourcis. Le rôle du parti politique, c'est de discipliner ses militants. Voilà une raison de discipline. Par exemple, un de vos militants crié et adulé partout, sollicité partout. Tous les militants UP Le Renouveau qui sortent de la ligne, il y a un mécanisme interne qui les discipline. Donc on attend une réaction imminente de l'UP Le Renouveau. On n'a pas besoin à Olivier Bécor. On n'a pas besoin. Et c'est aussi de votre devoir de travailler. Pour quel droit on va interpeller un citoyen? Si les membres de votre parti et que votre discipline, c'est de ne pas parler encore de 2026 alors que son nom est crié partout. La personne n'est venue nulle part pour dire qu'il est candidat de nulle part. Et vous voulez déjà lui faire un procès en sorcellerie? Il n'a jamais dit. Interpellez plutôt les citoyens et les citoyennes qui appellent son nom. Qui ont aussi le droit en tant que bénévole. Qui ont le droit de s'organiser, la libre association. Ils peuvent même devenir un parti politique. Les tests le leur autorisent. Mais nous n'allons quand même pas appeler un citoyen pour dire, mais pourquoi vous avez rêvé hier nuit que ça devient de la sorcellerie? Bon, encore que des gens sont interpellés à la criette pour ça. Parfait, Awoyo, nous sommes au terme de cette émission. Qu'avez-vous à dire en conclusion? Je veux dire simplement que nous sommes dans une république qui est en marche, non pas sans difficulté, et que il n'y a rien sous les cocotiers qui puissent nous ébranler. Le pays est bien tenu. Les tests sont perfectibles, certes, sont bien respectés. Nous, politiquement, demandons la discipline, le respect de toutes les lois de la République à nos militants et à tout le peuple. Et nous disons que on n'a pas intérêt à nous faire peur dans le pays et que le pays est une continuité, une grande continuité. Ceux qui pensent aujourd'hui que c'est en jetant l'opprobre sur le pays à l'international, en traitant de tous les noms d'oiseaux ceux qui sont à charge, doivent penser que demain, eux aussi,
puisqu'ils aspirent à ces postes-là, qu'ils peuvent être aussi exposés, ce qu'on ne leur souhaite pas, puisque, entre-temps, le travail militant serait déjà avancé. Les citoyens comprendront leur rôle de citoyens, de militants, et le pays ira mieux. Je veux dire aussi que nous avons ces jours-ci, nous allons rentrer dans une turbulence qui serait liée aux élections. Le plus important, c'est de garder la tête froide et le cœur chaud pour aborder ces turbulences-là. Mais avant cela, que Dieu nous prête la santé et que nous puissions, toutes tendances confondues, regarder le Bénin, que chacun de sa position veut construire, mais c'est pas en cassant la pierre du bas que l'édifice va monter, c'est en consolidant la pierre du bas et en faisant la prochaine que ça va monter. Donc, nous avons tous intérêt à savoir sur des sujets précis, parce que j'ai été un peu choqué par des comportements lorsque notre pays est en phase de la crise du soja. Il y a eu des comportements qui sont un peu des comportements qui ne sont pas patriotiques, sous le prétexte qu'on défend les producteurs. Et tout ça ne permet pas l'évolution du pays. Donc, nous restons sereins. Désormais, la conviction, en tout cas celle qui est de UP Le Renouveau, c'est que la politique est noble. Nous allons faire la politique et à partir de la politique, gagner les espaces publics et gérer autrement le pays. Christian Parfait Aouyo, membre de la cellule de communication de l'Union progressiste Le Renouveau. Il est également membre du bureau politique de ce parti. Il était notre invité sur Zone Franche de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. William Clécan, Franck Esaïa, c'est mon nom. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain avec le même plaisir.